Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Mais aussi sur Espace TV, évidemment, dernière ligne droite de cette émission. Beaucoup de messages. GG au 8037. On va essayer de faire lecture de quelques messages dans un instant. Retrouvez l'essentiel de cette émission sur actuconakry.com. Merci de votre fidélité. Vous nous écoutez du côté de Zéro Corée, cette fois-ci sur Zali FM. Merci de nous choisir. On y va avec quelques messages reçus. GG au 8037. Ce numéro de téléphone, c'est privé, donc n'envoyez pas les messages dessus. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bonjour. C'est à Baguissa, que Dieu nous en garde des terroristes. Merci beaucoup, le message reçu. Je vous informe que les kilowatts coûtent 90 francs. Voilà. Donc c'est par rapport à l'intervention d'Abouakar Diallo, évidemment. Bonjour les grandes gueules, arrêtez de provoquer les terroristes, s'il vous plaît. Ok, trop d'en parler, ça peut créer des problèmes. Voilà. L'auditeur n'a pas signé, il n'y a pas de souci là-dessus. Sinon, on y va avec cet autre auditeur qui dit quel est le taux d'investissement des Mauritaniens. Voilà, je ne sais pas trop. C'est Mamie Dubaté qui nous a envoyé ce message, juste pour demander à Tamba la signification littéraire de terrorisme, puisqu'il confond l'islam et terrorisme. Ibrahim de Dixine qui nous envoie ce message. On y va avec ce message. Je disais que c'est sensible. Bonjour, c'est Yaya Baguissa, que Dieu nous en garde, il n'y a pas de problème, le message est reçu. Et cet autre message qui dit bonjour, dites à Tamba de parler de christianisme ainsi que Roby. Attendez quand même les gars, ben voilà, il faut arrêter. Le discours de la radicalisation dans les mosquées est résolu. C'est la Ligue islamique qui doit se charger de ça. C'est Alfayo Kael qui nous envoie ce message. Salut les GG, voilà. Roby et Tamba se font allumer ce matin dans l'émission, franchement. Les musulmans de Guinée ne sont pas violents, il n'y a pas de problème ethnico-religieux. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Et sinon, cet auditeur qui dit Kadhafi, il y a des gens qui disent wahhabite, mais dans certains lieux, je ne comprends pas, franchement. Allez, on va y aller là-dessus avec bonjour les GG, attention, ne pas confondre le terrorisme et l'islam. C'est Kourouma depuis Bouaké qui nous envoie ce message. Voilà, et réaction dans un instant, on va essayer de partir du côté du ministère de l'enseignement supérieur. C'est Abdoulaye Diakité, qui nous allons joindre. Il est le secrétaire général de ce côté. Vous avez écouté Dr Ousmane Kaba, mon cher. On a écouté docteur, mais moi je veux qu'on soit clair. Les universités qui existent, je ne sais pas, il a parlé d'une vingtaine. Si ces universités existent, ça veut dire qu'une trentaine. Ça veut dire que l'État a accepté que ces universités s'installent. Quand l'État veut envoyer des étudiants alors dans ces universités, l'État a le plein droit, à mon avis, de le faire, puisque c'est l'État qui les a quand même permis de s'installer. On ne peut pas dire non, on va laisser les étudiants aller s'inscrire là où ils veulent, comme ça d'autres universités vont disparaître. Parce que c'est ce qu'il a dit. Ce que je veux, moi j'ai eu la chance de grandir dans un pays où ce système existe depuis même le collège. Vous choisissez le collège que vous voulez, mais l'État est libre de vous envoyer dans ces collèges ou dans ces universités. Voilà, s'il le veut. Ou tout simplement, c'est où l'État veut, c'est là-bas où l'État t'envoie. Donc je pense que les étudiants peuvent aller sur cette plateforme. Ce que je déplore, c'est qu'on devait quand même créer une corbeille pour ces universités. Permettre à ces universités d'avoir accès à cette plateforme. Quand automatiquement vous ouvrez votre corbeille, ça peut vous permettre de savoir combien d'étudiants sont inscrits dans votre université. Mais si les universités n'ont pas la possibilité de savoir combien d'étudiants sont inscrits dans leur université, je pense que ce n'est pas normal. Mais au même moment, je pense qu'il faut laisser non seulement le choix aux étudiants, mais une plateforme de la sorte, à mon avis, il faut rendre cette plateforme plus performante, mais elle n'est pas mauvaise. Voilà, Abdoulaye Diakité en direct ce matin chez les GG d'Ibril. Voilà, monsieur Diakité. Monsieur Diakité, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, Les Grandes Gueules. Alors, il y a cette plateforme que votre département a conçue pour faciliter l'orientation des bacheliers, la plateforme Joliba, mais elle fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté des bacheliers eux-mêmes. Et ils disent que ça pose énormément de problèmes. Et on a écouté dans la première partie un fondateur d'université et on comprend là aussi que chez les fondateurs et les recteurs, la plateforme ne passe pas assez bien. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Les grandes gueules.
je préfère répondre à des questions concrètes qu'à des évaluations, des jugements de valeur. Oui, mais la question est de savoir, cette plateforme, elle ne fonctionne pas très bien. Ouais. Elle poserait des problèmes aux utilisateurs, mais aussi aux universités. Qui n'ont pas du tout accès à cette plateforme. En clair, elle n'est pas fiable. Oui, si vous dites qu'elle n'est pas fiable, il n'y a pas à discuter. Vous affirmez. Je préfère donc des questions concrètes. Et on répond. Ce n'est pas une affirmation. Vous allez écouter l'émission, monsieur. Si vous avez demandé à intervenir, voilà, et nous avons Dr Ousmane Kaba qui est intervenu il y a moins de 10 minutes sur Radio Espace. Et ces inquiétudes, il dit que la plateforme, elle n'est pas fiable. Et nous avons interrogé des étudiants hier, jusqu'à présent, qui n'arrivent pas à s'inscrire. C'est une réalité, monsieur. Il y a un problème d'accessibilité. À s'inscrire. Mais ce n'est pas exact. Donnez-moi le nom d'un étudiant. Il y a 26 000, près de 25 000 qui se sont inscrits en 5 jours. Sur combien d'étudiants? Maintenant, il y a 8 000, mais il y a 25 000 bacheliers. Les 24 680 qui se sont inscrits le 20 à 23h59, date de clôture de la plateforme, et qui ont payé à près de 95% sur Orange Money. Je veux savoir qu'est-ce que vous appelez ça ne marche pas, puisque tous les bacheliers prévus se sont enrôlés. Les autres années, à peine, on était entre 90 et 95% de bacheliers d'une année qui participaient à l'orientation. Docteur Ousmane Kaba. Nous sommes à 96%. D'accord. Docteur Ousmane Kaba a affirmé que... Il a donc affirmé, le fondateur de l'université Kofi Annan, il a affirmé qu'ils n'ont pas été associés, lui et les autres fondateurs, à la mise en place de ce portail Joliba. Donc, ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne savent pas combien d'étudiants se sont inscrits et pour quelle université ces étudiants ont opté. Voilà, donc, est-ce que vous ne devriez pas, au préalable... Allez pas à pas, parce que ça fait trop. Oui, mais au préalable, est-ce que vous aviez associé ces fondateurs d'université, monsieur? J'ai dit, je n'assume pas les propos tenus par votre invité. Okay. Je dis simplement que chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais quand on est responsable, on doit informer vrai, objectivement. S'il y a eu un système qui a été conçu, élaboré collectivement, c'est bien Joliba. C'est depuis 2012 que les journées de concertation de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique ont recommandé l'adoption, le choix ou l'élaboration d'un logiciel d'orientation et au-delà de l'orientation, de gestion des effectifs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2011-2012, il y a eu un contrôle des effectifs dans les institutions d'enseignement supérieur, publics et privés. Contrôle tripartite. Enseignement supérieur, ministère du contrôle économique à l'époque, ministère des Finances. Ça a fixé plusieurs milliers de fictifs. C'était une injure à l'intelligence des institutions d'enseignement supérieur. Qu'une université ne puisse pas maîtriser ses effectifs, cela n'est pas acceptable. Bien. Alors, allez, Roby pour clore. Alors, concrètement, on a envie de savoir, vous parlez de maîtrise des effectifs dans les universités. La plateforme sert aux étudiants de s'inscrire dans les universités. Alors, comment contrôler le nombre d'étudiants qui s'orientent dans une université, puisqu'apparemment, si je comprends bien, le choix est libre à l'étudiant de s'inscrire dans l'université qu'il veut et de payer. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est que si vous utilisez la plateforme Orange Money, c'est qu'il y a certainement une espèce de partage sur les inscriptions des étudiants. Combien Orange a, combien vous, votre institution a, l'État a, et combien les universités qui reçoivent les étudiants qui s'inscrivent ont? À la fois comme une cigarette et vous voulez qu'on réponde. Quand on commence à répondre sur le fond, vous dites que ça suffit. Là, ça ne tient pas de l'information. Vous avez affirmé qu'un fondateur a dit que personne, aucun fondateur n'a participé à la conception, n'a vu ce que c'est que Joliba. Allons pas à pas. Si vous voulez traiter tous les problèmes en une fois, ça va être un problème.
Je vous dis que cela est faux et archi faux. Oui, on a bien compris cela. La question est précise. La question de savoir comment le quota des étudiants sont partagés dans les universités en fonction des places admises dans ces universités-là. Deuxième question, comment se partagent les frais d'inscription des étudiants sur la plateforme entre l'État, l'opérateur Orange et les universités? Bon, c'est les frais qui vous intéressent finalement. Tout nous intéresse. Tout nous intéresse. Je vous explique donc concernant les effectifs. Allez-y. Les bacheliers, en fonction des capacités exprimées par les universités, s'inscrivent dans les programmes en fonction, selon leur choix, en fonction de leurs moyens. Alors, ils sont orientés ou pas orientés dans les programmes qu'ils ont choisis, puisque le seul critère, c'est la moyenne au baccalauréat. Si les étudiants sont en compétition par rapport aux ressources qui sont dans les universités, comme ils sont en concurrence, en compétition, sur la base d'un critère qui n'est que la moyenne absolue au baccalauréat. Bien. Alors, celui qui est le mieux placé choisit les programmes et les moins placés sélectionnent les programmes au fur et à mesure que les places sont occupées. Voilà, merci beaucoup en tout cas, M. Diakité, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va poursuivre ce débat. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Allez, Abakar, on a écouté le monsieur, mon cher ami. Oui, vous savez, quand même, le ministère qui est concepteur et promoteur de cette plateforme est dans son rôle. Et non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de rôle à jouer. Quand on met une plateforme, quand on met une plateforme en place, il y a aussi il y a les points faibles et il y a les points forts. Quand il y a des points forts, il faut les reconnaître et les points faibles également, il faut les reconnaître. Il n'y a pas une question. Si tu m'écoutais, j'allais le dire. Il n'y a pas une question de rôle. Moi, je pense qu'il y a des insultes. J'ai salué ce projet, et je pense que, comme je l'ai dit, il faut quand même appuyer ce projet pour que ce projet puisse être un projet fiable. Mais pour l'instant, il y a des couacs. L'université n'a pas de corbeille pour savoir exactement combien d'étudiants se sont inscrits dans son établissement. Ça, c'est déjà une erreur. Ça, ce sont des erreurs qu'il faut corriger l'année prochaine. Les étudiants aussi, moi, je suis d'accord pour le système de quotas. Pour moi, c'est pas mauvais. Parce que c'est ce que j'ai dit, les universités qui existent, les agréments, c'est l'État qui les a donnés. L'État, à mon avis, a mené une enquête de moralité avant de donner des documents à ces universités. Donc, le système de quotas, à mon avis, peut marcher. Mais s'il y a des couacs, il faut le reconnaître. Bien, allez-y, Tamba. Non, mais le problème des universitaires, Dr Ousmane Kaba, à mon avis, il ne fait pas bien d'intervenir ce matin sur cette histoire, parce que lui-même, il a dit quelque chose d'assez grave. Eh bien, il y a eu, oui, c'est vrai. Tamba. Il lui-même dit qu'il y a autour de 39 universités, on risque d'arriver à 50 Les bientôt. grandes gueules. C'est lui-même qui le dit. Et il reconnaît qu'il y a des universités qui ne sont pas du tout qualifiées. Qu'est-ce qui a été fait? L'État aurait dû prendre la décision de fermer ces universités. Mais pourquoi est-ce que l'État n'a pas réussi à fermer les universités? Parce qu'en fait, ceux qui doivent décider de les fermer sont en même temps propriétaires d'universités. Ils ne voulaient pas prendre sur eux la lourde responsabilité de fermer une université en laissant la leur ouverte. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, ça retombe sur eux. Je pense qu'il faut prendre la mesure de la situation. Il faut que l'on suive les recommandations des évaluations annuelles de toutes nos universités, nos établissements d'enseignement supérieur. On a besoin de cela, sinon ça ne fonctionnera pas et ce seront encore une fois les étudiants qui risquent de payer le prix. Voilà, nous avons en direct donc le ministre Luceni Camara. Les grandes gueules. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. On vous a vu sur le terrain à l'œuvre contre les occupations anarchiques et vous avez été renforcé hier dans votre position par le président Alpha Condé qui a adressé une note à son premier ministre ordonnant l'arrêt immédiat de toutes les constructions anarchiques. Expliquez-nous quelles sont les implications de cette mesure. Bon, vous-même, vous l'avez dit dès le départ, le président de la République partageant notre démarche et notre engagement à récupérer les domaines publics, que ce soit maritime ou autre, a donc pris cette décision de nous renforcer et surtout de mettre à la disposition du département, en plus
de la brigade de gendarmerie que nous avons à nos côtés, d'autres équipes pour pouvoir surveiller 24 heures sur 24 les décisions qui seront prises dans ce cadre-là. Oui, mais quel est le constat? Quel est le constat, monsieur le ministre? Vous êtes allé sur le terrain. Quel constat vous pouvez dresser à l'heure qu'il est aujourd'hui? Le constat est alarmant. D'autant plus que il y a quelques années, certains citoyens ont décidé de priver la majorité de la population de Conakry l'accès à la mer. Et c'est pourquoi vous constatez des occupations illégales tout le long du littoral et parfois sans document, donc sans autorisation du département qui a en charge la gestion des domaines dans notre pays, qui est le département de la ville et de l'aménagement du territoire. Donc nous sommes allés en guerre, je dis bien en guerre, contre ces occupants illégaux pour que l'État puisse tout au moins récupérer ces domaines, mais aussi permettre à la population de Conakry d'avoir accès à la mer et surtout à la brise marine, surtout qu'il fait très chaud à Conakry. Voilà. Assou, les reporters en tout cas qui sont passés dans ton journal, ici là, je voyais un petit peu que ces occupants aussi se disaient lésés quelque part parce qu'il y a des complicités. Bien sûr, mais dans le au niveau de votre département. C'est la question que je me pose, monsieur le ministre. Il y a des documents, il y a des titres fonciers. Est-ce que vous ne vous attendez pas à un procès qui va souffrir à des procès d'ailleurs contre plusieurs de ces occupants parce qu'il y a quand même des occupants qui ont ces documents. Et puis, est-ce qu'on peut s'attendre aussi dans les jours à venir à ce que la jeunesse au moins de Conakry puisse avoir des plages? Je ne sais pas si c'est dans votre... ça fait partie aussi de l'aménagement du ministère du Tourisme. Oui, mais pas seulement. Si ça fait partie de votre plan d'action, mais aujourd'hui, on n'a pas de plage. Est-ce que ça va nous permettre de réfléchir à tout cela? Ben, évidemment. En plus, comme vous dites, dans la note, si vous lisez très bien, vous comprendrez qu'en plus donc, de la décision d'arrêter toutes les constructions, le président de la République, même si je n'ai pas encore reçu les instructions du Premier ministre, parce que la note est adressée au chef du gouvernement, c'est seulement hier la note a été prise. Donc j'attends aujourd'hui certainement les instructions du Premier ministre. Et dans ces instructions, il est question de mettre en place une commission d'évaluation de tous les dossiers qui nous seront déposés. Et à l'issue, si quelqu'un a toute la documentation possible et qui ne soit pas en violation avec nos lois et règlements, ben, nous prenons la décision de lui laisser continuer les travaux. Mais si tel n'est pas le cas, ben, nous serons amenés à démolir ces constructions. Allez-y, Tamba. Alors, monsieur le ministre, c'est quand même une situation pour laquelle il y a eu pas mal d'interpellations, notamment en provenance de la presse. On a envie de savoir quel a été le rôle du ministère de la Ville, parce que la mesure, c'est quand même le président de la République qui l'a prise. Vous, quel a été votre rôle dans ce constat-là? Ben, nous avons été les premiers à être sur le terrain. Depuis, vous vous rappellerez, dès ma prise de fonction, le premier acte que j'ai pris, c'était de décider d'arrêter toutes ces constructions par communiqué radio-télévisé. Ouais. Et une commission avait déjà été mise en place à ce moment. Mais compte tenu du fait qu'on arrivait à la période des grandes pluies, à la fin du mois de juillet, j'ai décidé donc de faire une trêve de 3 mois. Et qu'à l'issue, nous allons reprendre nos... Ouais. Est-ce qu'il y a des préavis pour ceux qui concernent, s'il vous plaît, pour ceux qui concernent les cadres indélicats, j'ai été le premier à dénoncer. Et à ce niveau, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a déjà des sanctions qui ont été prises dans ce cas. Ouais. Allez-y, Abaka Diallo. Monsieur le ministre, vous parlez tantôt de cette trêve de 3 mois que vous avez observée. Et le constat derrière, c'est que
vous êtes rendu à plusieurs endroits, vous avez cassé, on vous a vu avec la pelleteuse, mais derrière, il y a ces occupants illégaux qui reviennent s'installer. Nous avons fait le constat tout autour du stade de Nongo, où vous êtes passé, vous avez marché sur les baraques et les constructions de fortune. Et alors, est-ce que vous n'allez pas vous retrouver en perpétuel recommencement avec cette trêve que vous avez observée? Et de l'autre côté, que dit la loi, monsieur le ministre, en matière d'occupation du DPM? D'abord, comme vous pouvez le lire, tous les domaines publics maritimes appartiennent à l'État. C'est seul l'État qui peut autoriser leur occupation. Donc, de ce côté, il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, si l'État, à travers ses services techniques, a délivré des documents comme étant des arrêtés, des titres fonciers, des autorisations de construire et autres, là, nous assumons pleinement. Lorsque nous serons amenés à démolir pour cause d'utilité publique, il y a une autre démarche engagée parce que si l'intéressé a un titre foncier, nous passerons par le tribunal pour respecter la procédure et reverser ce domaine dans le portefeuille de l'État et dédommager éventuellement la personne. Alors, mais si tel n'est pas le cas, j'avoue que nous sommes amenés purement et simplement à démolir. Pour le cas des gens qui reviennent lorsque nous déguerpissons, nous allons interpeller. C'est pourquoi d'ailleurs notre brigade de gendarmerie va être renforcée. Nous allons interpeller ces personnes-là avant de pouvoir encore une nouvelle fois les déguerpir. Très bien. Monsieur le ministre, je vais en placer deux. Et vous savez très bien que la zone de Dubreka, je veux parler de Kenende, aux alentours Bantama et que sais-je encore, vous savez que c'est une industrie là-bas de conflits liés à la terre, liés au domaine. Et est-ce que vous avez pris la mesure de ce problème des citoyens qui ont acheté des domaines qui ont été revendus à plusieurs autres citoyens? Est-ce que vous avez des mesures assez précises pour que de telles pratiques puissent cesser, surtout au niveau des propriétaires, comment est-ce qu'on les appelle, les propriétaires coutumiers qui s'adonnent à ce genre de pratiques? Deuxième question, il y a un conflit qui va bientôt naître, et si ce n'est pas déjà né d'ailleurs, du côté du débarcadère de Temenetai. Là-bas, il y a la construction, je pense, d'un débarcadère moderne à travers le projet marocain. Mais les populations téménines qui est installée là depuis des années refusent de quitter les lieux parce que dans le contrat initial, ce ne serait pas été prévu qu'il y ait que l'hôtel qui est en construction à côté puisse venir jusqu'au niveau des habitations. Vous étiez ministre de la Pêche. À l'époque, vous avez été saisi par ce problème. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour ne pas que le conflit naisse? Bon, je commence par Dubreka. Vous avez parfaitement raison. Si nous avons des soucis aujourd'hui au département, c'est bien la gestion des domaines au niveau de Dubreka. Et je peux vous dire que je parlais tout à l'heure de sanctions. La première sanction que j'ai prise dans ce cadre-là a été adressée à Dubreka, à un cadre de Dubreka. Donc nous suivons et la plupart de nos temps, nous discutons ou échangeons avec les citoyens que sur ces conflits domaniaux. Je peux vous rassurer que la prochaine restructuration du département prendra en compte cette question et c'est sûr que des têtes vont tomber. Vous pouvez me croire. Oui, des têtes vont tomber. On a tellement entendu ça. Mais... ben oui, monsieur le ministre, on a tellement entendu ça. Hein. De toutes les façons, ce sera très bientôt, Inch'Allah. Pour ceux qui... Les grandes gueules. Les têtes vont tomber, c'est un slogan auquel on est habitué. Monsieur le ministre, vous êtes... Il n'a pas fini. La deuxième question de Moussa Moïse concernant Temenetai. Il a commencé pour certains. Vous pouvez vous renseigner au niveau du département. Eh bien, dites-nous en plus, monsieur le ministre, si ça a commencé. Non, mais vous en saurez davantage parce que nous sommes dans le cadre de la
procédures disciplinaires, des suspensions sont déjà faites. Et nous allons poursuivre. Alors, si on fait un peu les statistiques du côté de votre département, on peut dire qu'il y a des cadres qui sont mouillés dans cette affaire. Beaucoup de cadres. Forcément, oui. Mais je l'ai dit dès le départ. Vous vous rappellerez, lors de ma première sortie à Demoudoula, je n'ai pas manqué de fustiger le comportement de certains de nos cadres qui sont à la base du tripatouillage des dossiers techniques et qui font aujourd'hui que des citoyens peuvent se retrouver à 2, 3 sur les mêmes parcelles. Donc, nous ne nous pressons pas parce que nous ne voulons pas faire de tort à qui que ce soit. Mais lorsque nous nous accrochons, nous allons jusqu'au bout. Pour ceux qui concernent Teminetaï, j'ai géré Teminetaï dans 2 départements. D'abord, en tant que ministre du Tourisme, j'avais engagé des démarches dans ce sens, que j'ai continué au niveau du ministère de la Pêche, quand j'ai été ministre de la Pêche. Et il était question de construire des hangars pour les femmes fumeuses qui occupent donc la partie qui a été attribuée à l'hôtel pour construire un centre commercial et je crois d'autres bureaux. Mais malheureusement, lorsque nous avons déguerpi les occupants de cette partie où on devrait construire les hangars du côté du camp Samori et on devrait procéder à un remblai. Nous avons demandé l'autorisation à l'époque au ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. C'est pendant ce temps que j'ai été muté au ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Donc les discussions se poursuivent, mais malheureusement depuis que je suis arrivé à ce dernier département, je n'ai eu aucune relance de la part ni du ministère de la Pêche, ni du ministère du Tourisme. Voilà, Ruby. Alors, monsieur le ministre, on sait que traditionnellement, les villes africaines grandissent à l'horizontale. Aujourd'hui, la tendance veut que les villes comme Conakry, vous savez qu'on est entouré par la mer pour des questions d'espace et de préservation naturelle, beaucoup de plans voudraient que les villes grandissent en hauteur. Est-ce qu'il y a un plan prévu aujourd'hui dans votre ministère qui fait en sorte que nos villes puissent grandir en hauteur, c'est-à-dire qu'on construise plus d'immeubles, que les habitations soient plus en hauteur qu'à l'horizontale? Oui, vous avez parfaitement raison. Si Conakry s'étend d'ailleurs démesurément, c'est parce que nous avons très peu de construction en hauteur. Mais c'est un schéma directeur d'aménagement du territoire, commençant par les grandes villes et les grandes agglomérations qui devraient résoudre cette question. Et nous sommes en discussion avec des partenaires, notamment l'Union européenne, qui s'engagent à nous accompagner à partir de 2017 pour l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement du territoire qui permettra donc de fixer certaines normes en matière de construction et dans les villes et dans les zones rurales. Monsieur le ministre, il y a un plan d'urbanisation de la ville de Conakry qui est déjà très vieux, mais qu'on n'a pas su jusqu'à présent observer. Et dites-nous quelle est la politique de votre département pour désengorger notamment la capitale guinéenne. On parle de cet aménagement assez arbitraire. Quelle est la politique de votre département justement pour permettre que Conakry soit une ville plutôt fluide? Bon, nous avons commencé. D'abord, je peux vous dire que ce plan d'urbanisation, excusez-moi, est un peu dépassé. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons relancé les discussions la dernière fois avec les partenaires pour qu'ils puissent nous accompagner dans le cadre de cette nouvelle politique d'urbanisation et d'habitat pour la capitale qui est la vitrine de notre pays. Et dans ce même cadre, nous avons ressorti le dossier du centre directionnel de Koloma. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'après avoir passé devant l'Assemblée nationale, nous avons le décret de ratification de la Convention qui doit donc aménager et
construire les sièges de l'essentiel de l'administration publique et des institutions à Koloma. Ce qui va désengorger un peu le centre-ville de Kalou. Bien. Allez. On connaît la question donc des conflits domaniaux. Monsieur le ministre, Moussa Moïse posait la question tantôt. Alors, sous la gouvernance de votre prédécesseur, il était prévu les états généraux du foncier en Guinée. Est-ce que la question est sur votre table? Et dernière question. Parce qu'il est concerné à Baka Diallo. Ben non, mais pas du tout. Forcément, dernière du côté question. d'Ibreka, comme Moussa Moïse là d'ailleurs. Dernière question, monsieur le ministre. C'est une chose que de déguerpir, de dégager complètement les occupations anarchiques au niveau du DPM guinéen. Qu'est-ce que vous allez mettre en lieu et place? Et pour terminer cette autre question, combien de logements sociaux vous avez dans votre plan, monsieur le ministre? Voilà, tu as une autre question parce que c'est la dernière, hein, Bakar. Non, j'ai pas de question. Comprenez-les, monsieur le ministre. Voilà. Merci beaucoup de vous intéresser tant à mon département. Pour ce qui concerne les dégâts... C'est un département à problème. Je suis d'accord avec vous. Donc, pour ce qui concerne les déguerpissements, je suis d'accord également avec vous que lorsqu'on déguerpit, et si nous n'avons pas de politique d'occupation, la nature a horreur du vide. Et les gens, parfois, viennent se réinstaller au mépris de la loi et des décisions gouvernementales. Mais je peux vous dire que dans le cadre des états généraux du foncier, il est prévu un aménagement total de l'ensemble du territoire. Nous sommes en concertation. Je n'ai pas classé ce dossier dans les tiroirs parce qu'il est très important pour mon département. Il va définir une politique qui permettra à chaque acteur de connaître sa place dans la gestion du foncier en Guinée. Donc, les concertations se continuent au niveau des régions et des différentes préfectures pour finir les états généraux à Conakry qui auront très bientôt lieu. Donc, pour l'aménagement, les gens devraient comprendre que notre département est un service transversal, que ce soit les citoyens ordinaires, que ce soit les départements ministériels ou autres institutions ou organisations, on devrait se référer au ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire pour tout ce qui concerne les occupations, les constructions et les projets d'aménagement. Parce que même quand vous avez un domaine, vous ne pouvez pas vous lever un matin pour dire « je suis propriétaire coutumier, je peux vendre à qui je veux », sans qu'il n'y ait un aménagement de votre domaine. Et ce taxe revient à mon département. Et après l'aménagement, vous avez le droit, vous avez un plan d'aménagement, vous avez une attestation délivrée par le département, vous autorisez à vendre à qui vous voulez votre domaine. Bien. Mais avant cela, vous ne pouvez pas le faire parce que sinon, c'est contraire à la loi. Voilà, Monsieur Lousseni Camara, il faut le rappeler, un ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire en direct ce matin chez les GG. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous avez fait un tour du côté de Boulbinet, la transversale, du côté de la RTG en venant du camp Macambo, où il y a les 2 immeubles à 6 étages, comme sortis d'une Matrix. Vous avez vu ces 2 immeubles? Ça fait peur. C'est vieux, c'est vétuste. Les gens continuent à y habiter. On a l'impression que demain, ça va s'écrouler. Qu'est-ce que vous faites pour sauver ces 2 immeubles? Non, mais c'est la même chose. C'est l'aménagement de la ville. Il paraît que quand il y a le vent, ça bouge. Ça tangue. Bien, merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, il y a 48 heures, le décret de promulgation de la convention management du centre directionnel a été publié, signé, et je peux vous assurer que dans les jours à venir, nous allons lancer les travaux d'aménagement du centre directionnel. Et dans ce cadre-là, l'immeuble dont vous parlez peut-être fera partie des immeubles à démolir parce que je ne me situe pas très bien
par rapport à votre indication. Voilà, c'est juste à côté de la RTG Boulbinet, monsieur le ministre. Hein. C'est aussi simple que ça. Voilà. En tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On aimerait vraiment vous avoir dans ce studio pourquoi pas faire un peu le bilan en ce qui concerne votre département, parce qu'il y a beaucoup de choses à redire, hein, monsieur le ministre. Grand merci d'avoir accepté. Je vous le promets, dès lors que j'aurai les instructions de mon chef hiérarchique, qui est le premier ministre chef du gouvernement. Ah bon? Bon, ok, il n'y a pas de problème. Merci non, beaucoup. Par rapport à la note du président. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, monsieur le ministre. À moi de vous remercier. À très bientôt. Au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, carrément, à la fin de l'émission, Djibril, on a écouté notre ministre, le ministre Lucien Camara. Analyse. Je pense qu'il est dans son registre, mais à sa décharge, il y a quand même des titres fonciers qui sont obtenus par ceux qui squattent les domaines publics de l'État. Il va falloir y réfléchir à deux fois, parce que c'est bien beau de déguerpir ces endroits qui appartiennent à l'État, mais je pense qu'il faut le faire avec beaucoup de tact et de feeling pour ceux qui ont obtenu des titres fonciers de manière légale. Il y a aussi de l'autre côté ceux qui se complaisent à occuper ces domaines publics de l'État. Il n'y a pas de conflit de compétences au hasard, parce que d'aucuns parlent de patrimoine bâti quand on parle de cet immeuble-là, par exemple. Oui, mais il y a, en fait, cela relève du patrimoine bâti qui est rattaché à la présidence de la République, comme vous le savez. Mais vous savez, une direction et un ministère, le ministère a une compétence territoriale très élargie, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les directions. Il y a des directions qui ont une compétence territoriale limitée, mais c'est important que le ministre et la direction du patrimoine bâti public agissent de concert pour reconstruire cet immeuble. C'est vrai, Roby a bien raison de souligner. C'est un immeuble qu'on a plusieurs fois rafistolé. On a même débloqué de l'argent pour reconstruire totalement l'immeuble, mais à chaque fois on met des briques, on rafistole. Mais quand il pleut, vous voyez des fissures et quand vous allez même, parce que moi j'ai des amis qui y habitent, vous voyez il y a des toitures qui sont fissurées à l'intérieur. Quand il pleut, je vous dis Lamine, c'est pas très bon d'être dans cet immeuble-là. C'est un immeuble qui mérite d'être reconstruit, pas rasé complètement parce que il y a des habitations juste à côté en rase-monte. Donc il faut éviter effectivement a posteriori un drame. Et pour cela, il faut raser complètement ces deux immeubles. Voilà, la minute à Djibril, on s'intéresse là-dessus, toujours là-dessus. Attendez, donnez le micro s'il vous plaît, parce que Tamba a posé une question en ce qui concerne quoi exactement. Le ministre, il tangue un petit peu, je reprends un petit peu les termes de Aboubacar Diallo. Oui, ça dandine un peu, oui. Ah oui, justement, Djibril, sur l'aménagement. Non, mais d'abord, la responsabilité, parce que si le Premier ministre était concerné directement, c'est la question que tu as posée quand même. Ah oui, en effet. Jeune, quand même. Ouais. Allez-y. Alors, là, de ce côté, est-ce qu'il n'y a pas aussi... on ne survole pas quelque part le ministre, on se dit, mais non, il n'est pas important, on s'intéresse directement au Premier ministre, parce qu'on sait très bien, depuis, en tout cas, l'avènement... Attends, Ahmed, laissez-moi aller jusqu'au bout. Je pose la question à un spécialiste à la matière. C'est un juriste. Voilà. Là, il n'y a pas de conflit de compétences de ce côté. Conflit de compétences en quel sens? Dans ce sens que, tout simplement, le président pouvait s'adresser directement au Premier ministre. Pardon, au ministre de la Ville. Oui. Ouais, en fait, vous savez, il y a une ossature gouvernementale à la tête de laquelle se trouve un Premier ministre. C'est vrai, le président donne des instructions au Premier ministre qui impulse la politique gouvernementale et quitte à chaque ministre d'appliquer ça dans son domaine ou dans ses domaines de compétences. Je pense qu'il n'y a pas... Dans ce cas de figure, vu qu'il n'est pas ministre d'État, donc voilà, il n'y a pas besoin... Enfin, ok, je comprends. Non, mais c'est pas une question de ministre. C'est le Premier ministre. Le président de la République donne des instructions à son Premier ministre qui à son tour dispatche ses instructions au niveau des départements ministériels. Qui chacun à son côté applique la politique gouvernementale. Tout ça, c'est un jeu d'enfant. Hein. Ça concerne l'aménagement. Le président de la République donne des instructions au Premier ministre. Mais quand il s'agit de sortir les sous, le président de la République saute les étapes. Là, il ne donne plus les instructions au Premier ministre. Là, il demande clairement
à ce qu'on aille directement Eh ben voilà, à la caisse. il est Mais sur non, un terrain glissant, ouais, mais voilà. ouais, ça y est. Ah bah oui, ça y est. C'est un Ben, jeu d'enfant moi, là, je- parce moi, que ça concerne de l'aménagement public. Là, on va me dire que ça respecte la règle. Le président de la République, le Premier ministre chapeaute le gouvernement, etc. Je voudrais que cette même règle-là soit appliquée à tous les échelons du gouvernement. Bien. C'est ça que je veux. Moi, je pense que ce qu'il faut dire, Lamine, plus sérieusement, ce qu'il faut dire, moi, je prends cette note du président de la République qui a été adressée hier au Premier ministre comme Il faut que comme l'ordre un soit aveu. respecté, même quand il faut décaisser de l'argent. Moi, je pense C'est ça qu'il faut prendre cela comme un aveu d'échec de la part du Premier ministre. Il a fallu attendre. Non, mais c'est extrêmement important. C'est encore une fois une manière de dire à Mohamed Saïd Fofana qu'il était là et qu'il avait les yeux fermés sur ce scandale foncier et qui se déroule donc sous nos pieds. Et l'occupation anarchique de notre domaine public maritime, le Premier ministre était là et son gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arrêter la saignée? Quand même, ce qu'il faut noter à la décharge de Luceni Camara, tout le monde l'a vu à l'action. Le ministre Luceni Camara, il est allé sur tout le monde peut faire ça aussi. Non, mais attendez. Tout le monde Voilà. voit tout, hein. Je peux comprendre qu'on Ben puisse voilà. assimiler ça à une opération de charme, charme, à une ouais, opération. On a même vu le gouverneur aussi de la Non, ville de mais Conakry. je comprends Voilà, donc, du côté du Far West de justement. petits bateaux, Voilà. mais quand même, ce sont des gars qui vont à l'action. La campagne Mais- présidentielle est finie, c'est la campagne Je de suis charme. entièrement d'accord. Voilà. Mais quand même, c'est un rappel à Mohamed Saïd Fofana pour dire qu'il est là et il y a un scandale qui se déroule sous ses pieds. C'est rappel un ou aveu pas- d'échec. D'accord, rappel ou pas, qu'il ce qui reste clair, c'est que ils veulent libérer les bordures de mer. Ils ont parlé tout de suite de plage. Mon œil, je sais qu'il n'y aura pas de plage. On a vu ça, c'est Resco clair. quand même, à un moment. Il n'y en aura quand pas. même, voilà. Il n'y en aura pas. Ouais. Tout simplement, il faut chercher à vérifier cette situation. Est-ce que des promoteurs ne sont pas là en ce moment pour pouvoir occuper ces endroits? C'est la grosse question que moi je pose et je pense que c'est cela. Attention, ne chassez pas les Guinéens pour donner donner comme aux on l'a étrangers. fait également avec Plaza Diamant ou quoi. Ahmed. Oui, ça a été le cas, s'il vous Ahmed. plaît. Ça a été le cas. On a même rasé une école, s'il vous plaît. On a même rasé une école. Bien. D'accord. Elle n'est pas rasée encore. Allez-y, allez-y. Mais qui sera rasé. Bien. Allez-y, D'accord. allez-y, Moussa C'est vrai Moïse. que quand on. Waouh. On peut pas barrer la Ah, je route. tombe de nu, On peut là. pas on peut pas Ahmed qui parle comme ça. Mais on peut pas barrer la Eh ben route oui. au développement. C'est Ouais. pas possible. Eh ben oui. Oui, encourager l'impunité. Non, j'ai pas dit. Ah. Non. Ah. S'il vous plaît, ne déformez pas mes propos. Mais s'il c'est vous pas plaît. déformé tes Non, propos, ne Ahmed. déformez pas mes propos. Tu dis de chasser les Guinéens. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui. Non, mais J'ai dit, il faut faire Il très attention. tombe dans du nationalisme en Il fait, faut- Ahmed. oui, je Ouais. tombe dans du nationalisme Dans du parce nationalisme que oui, béat, en fait. parce qu'il faut pas faire croire aux Guinéens qu'on est en train de débarrasser tout simplement pour créer des plages et après on va tout simplement donner à des promoteurs qui vont aller pour installer. S'il vous plaît, Bien. s'il vous plaît, je suis d'accord qu'on aménage, mais qu'on fasse dans les règles de l'art. Si c'est pas fait dans les règles de l'art, je ne suis pas d'accord. Allez, continuez les grandes gueules chez vous, mesdames et messieurs. Demain, on va se retrouver. Oui, encore, agressez-moi, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis habitué déjà. Il n'y a pas de problème. Allez, demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.